Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette matinale qui prolonge celle que nous organisons régulièrement dans les salons de la métropole, rue Saint-Dominique à Paris. Et je sais que vous vous êtes entretenus toute cette matinée pour à la fois les promoteurs, à la fois les industriels, les responsables de grands groupes qui, pour beaucoup d'entre vous, êtes nos partenaires de ce vaste sujet qui touche à l'innovation des sites urbains, à la mixité professionnelle, résidentielle et la recherche et le développement, en vous interrogeant, je pense que certains d'entre vous d'ailleurs avaient déjà des certitudes et n'avaient plus besoin de s'interroger, sur la compatibilité avec la qualité de vie. Je crois que ça n'est même plus une interrogation, c'est aujourd'hui une exigence. Il se trouve que nous disposons les uns et les autres de moyens qui nous permettent presque de manière prédictive de savoir comment, en aménageant un espace, il sera capable de vivre dans 10, 15, 20, 30 ou 40 ans. Pendant des années, les responsables publics de toute la planète, quand je regarde les grandes agglomérations qui aujourd'hui sont quasiment saturées, ne circulent plus, ne se déplacent plus normalement, n'ont plus de fonctionnalité et ont perdu pour beaucoup de l'attractivité lorsqu'elles ne se sont pas remises en cause et qu'elles n'ont pas su inverser le cours des choses, aujourd'hui perdent forcément et en attractivité et en compétitivité et en croissance avec une certaine forme de déclin. On a imaginé il y a maintenant un peu plus de 15 ans de cela, je m'en rappelle, tout le monde disait bon, il faut arrêter de conquérir les territoires pour aller toujours plus loin sur les espaces et gâcher les espaces et leurs valeurs. Alors on disait il faut reconstruire la ville sur la ville. Donc c'était le principe, on démobilie et on reconstruit. Et on essaie d'aménager. On a tellement vécu longtemps en se disant allez, on va construire des usines là-bas. Quand je dis des usines, c'est des usines versus aujourd'hui, sans nommer un lieu ou un autre en particulier. Mais je vois la carte de France, la carte européenne, la carte du monde, et où on a vu qu'il y avait cette espèce de mode qui consistait à dire on va faire des lieux de travail à un endroit, des endroits pour dormir à un autre, et puis on verra bien comment ça se déplace, comment ça circule, comment vivent les gens. On voit aujourd'hui, par exemple, sur l'Île-de-France, ce mal-vivre. Je dis ça pour qu'on ait plutôt envie de s'installer ici qu'en Île-de-France, là où nous sommes la deuxième région en matière de produit intérieur brut par habitant après l'Île-de-France, la troisième étant Rhône-Alpes-Auvergne. Lorsque je vois ces malheureux qui tous les jours doivent se faire entre le RER, le métro, les transports, la saturation des axes urbains, etc., en ayant pensé que la vraie qualité de vie c'était d'avoir un petit pavillon à la campagne et de venir travailler au cœur de Paris, le résultat c'est qu'aujourd'hui on voit les zones pavillonnaires qui se retrouvent à 2 heures ou 2 heures et demie de trajet le matin et autant pour rentrer le soir, qui sont en train de devenir des friches tout doucement, et que là où on a fait des zones d'activité qui étaient concentrées sur un lieu, elles ont perdu de leur attractivité. Eh bien, il se trouve que nous avons saisi à plein, il y a maintenant un peu plus de 8 ans de cela, le fait de pouvoir disposer, grâce à un grand nombre de partenaires qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Je pense à IBM, je pense à Cisco, je pense à Bosch, je pense à Schneider, je pense à ERDF, à EDF, à Orange, à SFR, à bien d'autres encore, à tous ces grands opérateurs qui se sont lancés vers ces technologies qui nous permettent aujourd'hui d'essayer d'anticiper l'aménagement d'un territoire, de ne pas le conquérir n'importe comment, de pouvoir faire vivre des hommes et des femmes là où il y a du travail, et en même temps faire en sorte qu'il puisse y avoir une vie culturelle, qu'il puisse y avoir des campus universitaires, qu'il puisse y avoir des services publics,
et les modes de transport correspondants. Et donc c'est ce territoire du futur que nous avons imaginé et dont je présenterai les nouveautés dans quelques instants sur le stand de la métropole de Nice-Côte d'Azur et qui en même temps sont la base du débat qui vous a alimenté ce matin. Donc je vous remercie parce que les contributions qui auront été les vôtres nous auront été précieuses et nous seront utiles dans la poursuite de nos réflexions. Et je remercie plus particulièrement Vincent Fouchier, le directeur du projet métropolitain et la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Je veux remercier les intervenants de ce matin, notamment Christian Terrassou, le PDG de Pitch Promotion, Jean-Paul Fréret, le directeur d'Expansion France, Christian De Villers, l'architecte urbaniste de notre technopôle de Nice-Méridia, et Sylvie Spalmassin-Roma, vice-présidente publique d'IBM Europe, avec laquelle nous travaillons déjà depuis de nombreuses années. Donc voilà, je suis plus là, non pas pour apporter ma contribution, mais pour vous remercier, pour vous témoigner ma reconnaissance. Les hommes politiques qui ont été accusés de bien des maux ces dernières années pour les problèmes de densité urbaine. En réalité, si on regarde les choses en saluant les élus qui sont parmi nous, et notamment mon vice-président et le maire de Carrosse, ça n'est pas nous qui avons donné des permis de construire pour faire une cité nouvelle, comme on disait, à Carrosse, mais c'est nous, par contre, qui devons corriger les défauts que ça a engendré. C'est pas nous qui avons décidé de faire la cité des Moulins ou la cité de l'Ariane en un temps où c'était le préfet qui délivrait les permis de construire et qui les instruisait. C'est bien l'État, ce même État qui passe son temps à jouer les donneurs de leçons, un coup avec la loi Allure, un coup en carençant les communes qui n'auraient pas un certain niveau de logement social, etc., etc. C'est bien lui qui a dégradé nos agglomérations de France, et c'est bien depuis les lois de fer 1983 qu'on a commencé enfin à faire de belles choses, parce que c'est les élus qui, depuis 1983, sont responsables, délivrent les permis de construire, les instruisent, et ne veulent pas, eux, qu'on commette les erreurs de ce qui s'est passé avant la décentralisation. Et c'est bien depuis cette date qu'on commence à voir dans notre pays de belles choses se réaliser ici et là. Et ce sont des réalités qui méritent d'être dites et d'être entendues. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin, dans le domaine du numérique, dans le domaine du digital, dans le domaine des nouvelles technologies qui nous amènent à avoir même des réflexions prédictives. Et je vois dans notre centre de l'innovation, à l'intérieur du C2EI, comment on peut anticiper en regardant comment, en urbanisant ici tel ou tel lieu de telle ou telle manière, ça circulera, ça se déplacera, on respirera, on fera même face aux pics de pollen, autant de sujets qu'on n'était pas capable d'anticiper il y a quelques années de cela. Et donc je crois qu'effectivement les agglomérations du futur, dès lors qu'elles sauront se saisir, et non pas de se dire, comme par le passé, tiens, on a besoin de tel ou tel équipement, on ne sait pas où le mettre, il y a du foncier de disponible là-bas, on va débloquer des droits à bâtir, on va le jeter n'importe comment en pleine nature, avec toutes les conséquences qu'on a pu connaître. Maintenant, on a inversé ce cours des choses, on revient là-dessus, et en même temps, nous cherchons à faire baisser ce qui est le fléau urbain, les flux de circulation, bien évidemment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en matière de santé publique. C'est un tout. Soit on est capable d'imaginer toutes les solutions, y compris dans l'organisation de la vie. Et quand je parle d'organisation de la vie, par rapport à l'existant qu'on ne peut plus modifier, parce qu'il est de qualité, mais qui, même s'il est trop dense, et puis on ne peut pas détruire des villes anciennes, qui en général n'étaient pas trop mal pensées, mais auxquelles on a imposé, en étant pensé au XVIIe ou au XVIIIe ou au XIXe siècle, de vivre avec les activités, les modes de fonctionnement du XXe et du XXIe siècle. Donc forcément, ça n'est pas sans conséquence sur la société et sur le monde d'aujourd'hui.
le moyen de corriger tout cela, c'est d'organiser la vie. Moi, j'aime ce mot, la vie. Parce qu'au fond, tout ce que nous voulons les uns et les autres, c'est voir des hommes, des femmes et des enfants qui vivent heureux dans le milieu urbain. Or, depuis 60 ou 70 ans, on leur apprend progressivement à vivre toujours plus malheureux dans le milieu urbain. Aujourd'hui, tenez par exemple la collecte des ordures ménagères. À quoi sert-il d'avoir 600 bennes qui, tous les matins à 5 heures ou tous les soirs à 22 heures, vont débouler dans l'agglomération pour vider l'ensemble des bacs, si vous avez désormais des puces qui, aux 2/3 du bac, vous indiquent ici à 15 heures, là-bas à 18h30, là-bas à 20h30 ou là-bas à 22 heures, qu'on est en train de dépasser les 2/3 et qu'avant que ça ne déborde, il suffit d'envoyer une benne pour le vider et ainsi faire en sorte que par rapport aux 600 bennes que vous avez en stock, vous n'en ayez plus besoin que de 200 et que vous ne saturiez pas d'un coup d'un seul à la même heure toute la cité. Pourquoi j'en parlais au recteur et à l'inspecteur d'académie l'autre jour, tout comme je veux en parler dans les semaines et les mois qui viennent aux fédérations industrielles et professionnelles et au monde de l'entreprise, ne pas se dire que dans une entreprise, plutôt que de demander à tout le monde de commencer à bosser à 7 heures ou à 8 heures, on ne peut pas demander à un tiers du personnel de commencer à 7 heures, un tiers du personnel de commencer à bosser à 8 heures, un tiers du personnel de commencer à 9 heures, et un inspecteur d'académie de fixer aussi des horaires de rentrée étalés selon les classes, qui fassent que tous les matins, ce ne soit pas tout le monde vers l'entreprise, vers l'école, vers l'université, vers le lycée, qui partent se jeter et s'engouffrer dans tous les tuyaux. Et nous aurons aussi une organisation des transports urbains plus adaptée dès lors que la vie sera mieux organisée. Donc d'un côté, bénéficier des nouvelles technologies, de l'autre côté, d'une meilleure organisation de la vie. Eh bien, ça doit être aujourd'hui le boulot qu'on doit faire. Je trouve que c'est pas malin de se dire, je prends un seul exemple, le contournement de Nice par exemple. On a eu une enquête publique en 2006, très exactement. On avait décidé de dédoubler l'autoroute A8 dans le contournement de Nice. Coût très exact évalué, c'était plus de 2 milliards d'euros. On n'en parle même plus. Imaginez qu'on se soit lancé dans une dépense de 2 milliards d'euros pour dédoubler l'autoroute A8, simplement parce qu'on se serait interdit de réfléchir à tout ça. Nous savons qu'il y aura de moins en moins de voitures qui contourneront Nice. Aujourd'hui, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'engage avec la région Ligurie, j'engage avec la région du Piémont un débat pour qu'il y ait une écotaxe à la frontière qui fasse qu'on impose plutôt d'embarquer dans le port de Gênes, dans le port de Marseille, et qu'en même temps on développe une activité économique portuaire non négligeable pour ouvrir des autoroutes de la mer. Je ne vois pas pourquoi le péage de Menton-Vintimille serait plus faible en coût que le tunnel du Fréjus ou le tunnel du Mont-Blanc, et que vous vous retrouviez ainsi, pour que les transporteurs internationaux qui ne vous laissent que des déchets toxiques dans le contournement et dans la traversée de notre territoire, pour aller depuis la Slovénie ou les pays de l'Est jusqu'en Espagne ou au Portugal, sans nous laisser le moindre centime qui développe et qui contribue à l'économie de notre territoire, à sa croissance et à son emploi, en se disant c'est plus avantageux de passer par là pour les bénéfices de notre entreprise. Eh bien, ce sont des sujets où, avec mes partenaires transfrontaliers, j'engage une démarche auprès de Bruxelles pour que nous ayons droit à une écotaxe qui fasse que ça coûte plus cher de passer ici que d'emprunter des autoroutes maritimes dont nous développerons l'activité, qui nous permettront de créer des emplois aussi dans ce domaine. Donc c'est un tout, ça ne peut pas être une réflexion sur un sujet, ça ne peut pas être une réflexion sur les économies énergétiques avec les nouvelles technologies proposées, notamment sur notre territoire par à la fois les industriels énergéticiens et d'autres entreprises tournées vers l'innovation dans ces domaines. Mais ça doit être une addition de tous ces sujets
qui fasse que nous préservions à la fois les espaces naturels, l'agriculture périurbaine, et qu'en même temps, nous permettions à des hommes et des femmes de vivre mieux l'espace avec une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité d'environnement. Ça attirera forcément des investissements parce que notre territoire sera beaucoup plus attractif et que ces investissements généreront aussi dans un cercle vertueux que nous voulons bâtir des retombées non négligeables pour pouvoir réinjecter systématiquement des investissements sur les technologies d'avenir, sur les communications d'avenir, sur la réflexion universitaire, industrielle et bien évidemment toutes les technologies tournées vers l'innovation. Donc voilà en tout cas tout ce que je pouvais en conclusion essayer de vous apporter comme réflexion personnelle que je souhaite apporter au débat public dans notre région, ici comme sur Aix-Marseille d'ailleurs, pour en faire une région entre Méditerranée et Alpes qui soit extrêmement attractive. Nous n'avons pas bénéficié, il y a à peu près un an, des labels French Tech entre Nice, Sofia, Antipolis, les Alpes-Maritimes, Aix-Marseille, Avignon et Toulon. Nous n'avons pas bénéficié entre l'université d'Aix-Marseille et de Nice, Sofia, Antipolis du label IDEX. Nous ne bénéficions pas aujourd'hui, puisque c'est la grande annonce d'hier soir qui était réduit à un petit encart dans notre presse quotidienne régionale, mais c'est vrai qu'il y a des sujets beaucoup plus importants, un trou dans la chaussée, plutôt qu'une annonce de 150 millions d'euros d'investissement d'avenir sur le fait que nous puissions, sur les réseaux énergétiques, les réseaux numériques, pouvoir aujourd'hui avoir une région lauréate devant la Bretagne et par rapport à bien d'autres dossiers déposés dans notre pays. Mais en tout cas, nous l'avons gagné, et c'est bien parce que la réflexion que vous nourrissez aujourd'hui, nous l'avons engagée il y a déjà quelques années, et que nous avons apporté des preuves aux côtés de nos start-up, aux côtés de nos pépinières, de nos hôtels d'entreprise, de nos incubateurs, de nos accélérateurs, que sur tous ces sujets, dans les partenariats entre recherche fondamentale et recherche appliquée, eh bien, nous mettons tous ces savoir-faire au service de nos territoires pour un mieux vivre de nos populations, qu'aujourd'hui nous sommes reconnus par les plus hautes instances et les jurys qui sont chargés de répondre ou de désigner les lauréats des appels à projets, que nous sommes reconnus comme la première terre d'excellence, la première smart région potentielle en France et une des premières en Europe, après avoir vu Nice et sa métropole désignée comme 4e smart city au monde, derrière Barcelone, Londres, New York et devant Singapour. Et donc fort de cette expérience et avec tout ce que vous pouvez nous apporter comme fruit de votre réflexion, de votre professionnalisme, de votre savoir-faire et surtout des talents de vos équipes au service de l'innovation pour faire de ce territoire un véritable territoire d'avenir. Merci en tout cas du fond du cœur pour votre contribution.